Depuis 2009, l'image qu'on a de Neverland, c'est un peu celle d'un royaume figé dans le temps. Oui, un parc d'attractions silencieux, presque fantomatique. Exactement. Abandonné sous le soleil de Californie. Mais derrière cette façade, un secret est resté scellé. Derrière une porte en acier. Voilà, un garage inviolé depuis la mort de Michael Jackson. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'est passé quand, en 2024, on a donné l'ordre de l'ouvrir. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette ouverture nous donne accès à une sorte de capsule temporelle. Oui, Et en analysant les sources, les témoignages de cette ouverture, notre objectif, c'est de comprendre ce que ce lieu révèle de l'homme, de son mythe et de son héritage si complexe. parce qu'on n'a pas seulement trouvé des trésors. Non, loin de là. On a aussi trouvé des éléments qui, disons, ravivent de profondes controverses. La vraie question, c'est qu'est-ce que cet endroit nous apprend vraiment sur ces dernières années? Alors, commençons par le début, justement. L'ouverture de ce qui ressemble plus à une forteresse qu'à un garage. C'est le mot juste. Le contexte, c'est donc un audit de la succession en 2024. L'ordre est très clair. On ouvre tout. Et une équipe se présente devant cette structure. Et là, ils comprennent tout de suite que ça ne va pas être simple. Ah non? Ce n'est pas une simple porte de garage. On parle d'un battant renforcé en alliage d'acier et de titane. Plusieurs serrures, très complexes. Et même les restes d'un ancien système de verrouillage biométrique, mais les circuits étaient complètement grillés. Les témoins racontent que les serruriers, qui sont pourtant des experts, ils étaient déconcertés. Il leur a fallu des heures, c'est ça? Plusieurs heures, avec des meuleuses, des barres à mine. Apparemment, l'air était rempli d'étincelles, du bruit du métal qu'on force. C'était tout sauf une opération de routine. Des heures pour ouvrir un garage. Ça semble presque paranoïaque. Ça sort complètement de l'ordinaire. Les sources comparent ça à un bunker militaire, pas à un garage de collectionneurs. D'accord. Ça nous dit quelque chose d'important. Il ne protégeait pas juste des voitures contre le vol. Il scellait une partie de sa vie. Du monde extérieur, et peut-être même de ses proches. Exactement. Les documents de l'audit sont formels. Personne n'y avait mis les pieds depuis sa mort. Ni la famille, ni le personnel. C'est cette volonté de sceller qui a créé tout ce mystère. Et quand la porte cède enfin, l'atmosphère que les témoins décrivent est presque irréelle. Une odeur de cuir, d'huile, de poussière froide. Et un silence absolu. L'intérieur était immaculé. Comme si le temps s'était arrêté en 2009. Et là, au milieu, sous des bâches, les voitures. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que ces véhicules, ce ne sont pas juste des objets de collection. Non, ce sont des artefacts psychologiques. Chacun raconte un chapitre de sa vie. C'est ça. Alors, la première qu'ils ont débâchée, une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985. Ah, l'image même des années 80. Totalement. Siège en cuir blanc, bois verni. C'est l'apogée de Thriller, de Bad. C'est l'image publique du roi de la pop. C'est l'ouverture sur le monde, la célébration. Mais le détail le plus marquant, ce n'est pas la voiture elle-même. C'est ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, dans le lecteur cassette. Une cassette, à moitié engagée, avec une étiquette écrite à la main, « She's out of my life ». Une de ses chansons les plus vulnérables. C'est là où sa voix se brise en sanglots à la fin. Laissez ça là. C'est comme un instantané de sa solitude au milieu de toute cette opulence. C'est un contraste saisissant. Et juste à côté, changement d'époque radical, une Cadillac Fleetwood de 1954. Noir et chromé. Le style Hollywood des années 50. Oui, la voiture d'Elvis, des présidents. Exactement. Là, on n'est plus dans la pop culture des années 80, on est dans la construction d'un héritage. Il s'inscrit dans la lignée des icônes américaines. C'est Michael Jackson qui pense à sa place dans l'histoire. Tout à fait. Et puis la troisième voiture. La plus révélatrice de sa dernière période, peut-être. Une Rolls-Royce Phantom Vis, mais customisée en noir mat. Les sources la décrivent comme une forteresse mobile. Et on comprend pourquoi, il n'y a pas de vitre à l'arrière, rien. Juste de la carrosserie. Et à l'intérieur, des écrans qui retransmettaient ce que voyaient des caméras extérieures. C'est incroyable. On est à l'opposé total de la corniche turquoise. On voit l'évolution psychologique rien qu'en regardant ces trois voitures. L'opulence, la légende, et puis... Et puis le repli. Le bunker roulant qui le coupe du monde. Le monde extérieur est devenu une menace. On a donc ces symboles très forts de son image publique, mais les rapports insistent tous sur un point. La découverte la plus importante, ce n'était aucune de ces voitures. Non, c'était un véhicule beaucoup plus banal. Un simple Ford Econoline de 1993. Un van beige que n'importe qui pourrait conduire. Le contraste devait être fou.
Au milieu de ces monuments, ce van qui ressemble à celui d'un artisan. C'est exactement ça. Mais quand ils ont ouvert les portes, c'était une autre dimension. Ah, L'intérieur était transformé en une sorte de salon privé, un repère. Murs en velours, plafond en miroir, des petits spots lumineux. un cocon. Oui, et il y avait plusieurs moniteurs TV et même une console Super Nintendo branchée et fonctionnelle. C'était son sanctuaire. Loin du personnage du roi de la pop, ce van suggère un besoin presque régressif d'un espace à soi, pour créer, peut-être juste pour être lui-même. Et pour confirmer ça, ils ont trouvé un carnet en cuir usé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il était rempli de notes, de dessins, des croquis de pas de danse, des ébauches d'histoires pour enfants, des storyboards pour des clips, et même des plans pour des tournées qui n'ont jamais eu lieu. C'était son laboratoire créatif secret. Totalement. Ce van est sans doute la pièce la plus précieuse de toute la collection. Pas en argent, mais pour la compréhension de l'homme. Les Rolls, c'était pour le spectacle. Le van, c'était pour Michael. Au-delà des voitures, il y avait aussi des dizaines de malles de tournée scellées avec le logo de MJJ Productions. Et à l'intérieur, un véritable trésor, j'imagine. Oui, des paroles manuscrites, des démos inédites, des correspondances confidentielles. D'ailleurs, peu après, la maison de Julian's Auctions a annoncé une vente de plus de 2000 objets. Et c'est là qu'un détail devient très intéressant. Lequel ? En comparant les inventaires du garage et le catalogue de la vente, on se rend compte qu'il manque beaucoup de choses. Les objets les plus personnels, justement. Précisément, les démos, les lettres privées, le fameux carnet du van. Tout ça n'est pas à vendre. La question est donc pourquoi retenir ces objets qui pourraient valoir une fortune ? Alors, un conseiller de la succession, cité anonymement, donne un élément de réponse. Il dit, et je cite, « Ce qu'on garde, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour raconter la bonne histoire. » Raconter la bonne histoire, la phrase est très forte. Elle est essentielle. Elle suggère une gestion très active, très contrôlée de l'héritage. On ne montre pas tout. On sélectionne ce qui sert à un certain récit. Et cette idée de sélection nous amène à la découverte la plus sensible de toutes. Parmi les objets qu'ils ont choisi de ne pas montrer, il y avait des rouleaux de plans d'architectes. Des plans qui confirment une vieille rumeur, l'existence d'une pièce de sécurité. Une panic room ? Oui, dissimulée derrière son dressing personnel. Et les plans sont d'une précision redoutable apparemment. Ils détaillent les murs renforcés d'acier, les matériaux ignifuges et un détail crucial, Le système de verrouillage. qui ne pouvait être actionné que manuellement et uniquement depuis l'intérieur. Une fois la porte fermée, personne ne pouvait entrer. Ce qui, en soi, peut paraître logique pour une célébrité de son niveau, une mesure de protection. C'est l'une des deux interprétations, oui. La protection. Mais ce qui rend cette découverte beaucoup plus complexe, ce sont les annotations manuscrites sur ces mêmes plans. Ah. On y lit des termes comme isolation acoustique maximale, panneaux anti-bruit, et surtout, on y voit des schémas de couloirs de service dissimulés. Des couloirs dissimulés ? Oui. Et ces couloirs reliaient cette zone secrète à d'autres parties de la maison, notamment les ailes où se trouvaient les chambres d'amis et les salles de jeu. Celles qui étaient souvent utilisées par les enfants invités à Neverland. Voilà. Et là, forcément, le lien avec les controverses devient inévitable. Inévitable. Les articles sur le sujet connectent immédiatement ces découvertes aux allégations du documentaire Living Neverland. Où les accusateurs décrivaient justement des pièces cachées, des systèmes d'alarme secrets. Exactement. L'un d'eux mentionnait spécifiquement une chambre secrète derrière le dressing. Des détails qui, d'après les journalistes, correspondent de manière troublante aux éléments des plans. Il faut donc être très clair et présenter les deux lectures que les sources mettent en avant. D'un côté, l'argument de la sécurité. C'est une lecture plausible. Tout à fait. Et de l'autre, une lecture beaucoup plus sombre. Dans cette perspective, l'isolation phonique extrême et les accès dissimulés vers des zones où logeaient des enfants sont jugés, au minimum, profondément inquiétants. À la lumière des accusations, oui. Les sources sont claires, ces plans ne sont pas une preuve de culpabilité, mais ils ajoutent ce qu'un article nomme une dimension physique et troublante à des allégations. Ils ravivent des questions que beaucoup pensaient enterrées. Et comme si l'histoire n'était pas assez complexe, il y a un dernier élément. Le timing. Ah, le timing est fascinant. L'ouverture de ce garage, début 2024,
coïncide presque parfaitement avec la production du biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua. Et le tournage a lieu à Neverland même. C'est ça qui est fou. Pour le film, le ranch, qui était à l'abandon, a connu une véritable renaissance. Ils ont reconstruit le petit train, le carrousel. Neverland revit le temps du tournage. La magie est recréée de toutes pièces. Et plusieurs articles parlent d'une synergie presque trop parfaite entre ces deux événements. Est-ce une coïncidence ou une opération de communication brillamment orchestrée? C'est la question que tout le monde se pose. On en revient à cette idée de raconter la bonne histoire. C'est comme si la succession fournissait de nouveaux éléments narratifs, pile au moment où Hollywood s'apprête à raconter sa version de l'histoire. Précisément, on peut y voir une tentative de reprendre le contrôle du récit en révélant sélectivement le contenu du garage. La Rolls iconique, le van du créateur de génie. Et en ressuscitant la magie de Neverland pour le film, ils peuvent mettre l'accent sur la nostalgie, sur d'artistes, et tenter de reléguer les controverses au second plan. Le lien est direct en plus. Certains objets du garage ont servi de référence visuelle pour les équipes du film. Donc ce qui a commencé comme un simple audit financier s'est transformé en une puissante opération de gestion de la mémoire, où la mise en scène du souvenir est devenue aussi importante que les objets eux-mêmes. Donc si on résume, le garage de Michael Jackson était bien plus qu'un simple garage. C'était une capsule temporelle, un sanctuaire créatif. Et le coffre-fort de ses secrets les plus profonds et les plus dérangeants. Et maintenant que cette porte est ouverte, la question que posent nos sources reste entière. Faut-il tout révéler au monde, ou est-ce que certains secrets devraient rester dans l'ombre pour préserver le mythe? C'est une question complexe, sans réponse facile. Et j'aimerais proposer une dernière pensée. L'ouverture de ce garage nous a montré un homme qui contrôlait son monde de manière obsessionnelle. Jusqu'au moindre détail de la porte. Voilà. Mais aujourd'hui, le contenu de ce monde lui a complètement échappé. Il appartient à la succession, aux maisons d'enchères, aux producteurs de cinéma et au public. Ça nous force tous à devenir des archéologues de son héritage. Oui, à essayer de réassembler les pièces d'un puzzle incroyablement fracturé. Un puzzle où le génie artistique et les controverses les plus sombres ne sont pas dans des boîtes séparées. Mais sont inextricablement liés. Et la vraie question aujourd'hui n'est peut-être plus de savoir s'il faut les séparer, mais plutôt si c'est encore possible.